du coup sur la notion de sécurité. Tout à l'heure, t'en parlais, le fait que quand on est seul dans la lecture de son manga ou ou même avec des amis, hein, mais a fortiori plus quand on est seul, on est dans notre bulle, Oui. on est sécurisé et donc on peut s'autoriser plus facilement à exprimer une émotion. Case Départ, l'émission Trait d'Union Entre la pop culture et la connaissance de soi. Bonjour Flavien, bonjour Wallo, ça fait longtemps. Mais oui, ça fait hyper longtemps. Ça fait longtemps, ça fait plus d'1 an maintenant. 1 an et demi, non? Un an. Attends, on a fait tous les trois, ouais. Ah ouais, hein. Ouais, ça fait super longtemps parce que j'ai disparu. J'ai disparu dans la bulle Japan Expo qui me prend beaucoup de temps de cerveau, à qui je donne beaucoup de temps de cerveau. Et donc, j'ai repris conscience de la notion de charge mentale à ce moment-là parce que je savais en fait que je mettrais beaucoup de pensée, de temps, d'énergie dans Japan Expo, mais alors j'avais oublié à quel point c'était ça concernait aussi l'énergie mentale, quoi, le temps de cerveau. Exactement. Ouais. En plus, c'est ta deuxième fois que tu es à oui, Japan. C'est ma deuxième vie. J'appelle ça ma deuxième vie à Japan Expo. Ouais. Ah ouais, carrément, la deuxième vie. Ouais. Waouh. Aujourd'hui, on voulait faire un petit retour sur le festival Facette, où on a été présents tous les trois et où vous nous avez rencontrés, enfin pour certains, et certains nous découvraient. Donc, on s'était dit qu'on allait faire un petit retour dessus et qu'on allait aussi parler de comment les mangas. Attends, je sais même plus le thème que j'ai écrit. Oui, affecter notre santé mentale, puisque c'était dans le cadre en même temps de. C'est ça. Comment les mangas nous aident. C'est quoi, t'as redit? Festival Facette. Redis le thème. Affecter notre santé mentale. C'est pas ça? Si. Ah mais non, mais ça on a déjà fait à Japan Expo. Bah oui. On va dire qu'on va le refaire en plus avec ça. Ouais. Non, c'était manga et santé mentale, puisqu'on était dans le cadre du festival Facette. Ouais. Il y a un festival qui existe depuis 5 années, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons été invités parce que Flavien avait rencontré des personnes qui faisaient partie de ce festival. Et du coup, on a estimé que on avait notre place là-bas avec les mangas. Et ça s'est plutôt bien passé. Et en même temps, c'était l'occasion de se retrouver en plus avec Sae, puisqu'elle y était présente. Et aujourd'hui, on a décidé de vous en faire un petit retour, comme le disait Flavien. Voilà pour moi, et j'ai plein de choses à dire, moi, parce que c'est très riche d'enseignements à tous les niveaux. Déjà, c'était la première fois qu'on était exposant dans un événement. On avait notre petit stand où on avait disposé des mangas et on a constaté que que les yeux des gens se dirigeaient direct sur la table, plus que sur le kakémono qu'il y avait derrière nous avec notre QR code Case Départ. C'est vrai. On avait fait un énorme kakémono et je me dis ils vont prendre le QR code et tout, mais non, en fait c'est les mangas qui ont été les premiers lecteurs, quoi. Ah ouais, effectivement. Et après, on nous a souvent demandé mais comment est-ce qu'on peut vous suivre, etc. Mais ouais, donc le manga, à savoir, on va peut-être on va faire des kakémonos manga et après sur les tables, on mettra des QR codes, non? C'est ça. Et alors comment c'est arrivé sur Facette? En fait, moi j'avais rencontré les organisatrices de Facette à Wheel of Green. C'est un festival dans lequel de temps en temps je travaille avec eux sur un autre festival sur la musique, et là ils m'avaient invité pour une fois à venir voir Wheel of Green. Ça faisait longtemps qu'ils m'avaient invité. Là je me dis bon, cette fois-ci je vais voir, et je les ai rencontrés là parce qu'ils faisaient leur promotion avec un stand de l'Île-de-France sur les différents festivals sur la santé mentale du jeune public. Et donc il y avait celui-là, il y avait aussi des médiathèques, etc. Et je suis rentré en discussion avec les organisatrices. Au début, c'était pour organiser des conférences et des discussions avec Case Départ et faire un live comme on le fait à Japan Expo. Et vu que c'était en juin et que leur festival était début octobre, ils avaient déjà bouclé la programmation en avance, ce qui est assez rare dans un festival, et je tiens à le souligner, et c'est très bien. Tant mieux. Tant mieux. Et donc elles m'ont proposé de tenir un stand, et au début quand je vous ai proposé, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec un stand? En fait moi c'est assez évident pour moi parce que j'ai tenu des stands assez tôt dans ma vie, y compris dans les activités associatives de mes parents,
où ils avaient des stands, genre, je me souviens de la kermesse de la ville de Malakoff, où j'ai grandi, d'autres événements, mais alors je ne sais plus du tout lesquels, où je voyais très bien ce que c'était de tenir un stand. Tu as une table, tu as de la doc, tu as des trucs à vendre et tu t'assois derrière. Et des fois, il y a des gens qui viennent te parler, des fois tu t'ennuies, des fois tu t'occupes. Voilà. Et donc je me suis dit, de toute façon, on se pose là, on met nos mangas et puis on voit ce qui se passe. Et puis si on s'ennuie, on ira faire le tour des autres stands pour discuter avec les gens. Et puis voilà, au final, c'est ce qu'on a fait. C'est ça. Et Facette, c'est un festival sur la santé mentale des jeunes de 16 à 35 ans, on va dire, à peu près, qui a été monté par un collectif. Et c'était donc la 5e année. Ça se passait à Césure, qui est l'ancienne fac de Censier. Et donc je suis allée d'ailleurs. Enfin, j'ai été là-bas pendant un an. Ouais. Et donc, elle s'est retrouvée dans les anciens locaux de Censier. Et donc, c'est maintenant devenu un tiers-lieu où ils organisent plein de choses, dont ce festival sur la santé mentale, là, avec ce collectif. Et ce collectif, il continue aussi à faire des trucs hors les murs sur la santé mentale. Et donc, nous, on y était. Et on a tenu un stand où on ne vendait rien à part nous. Ah ben oui, surtout que des gens croyaient, on a même eu des gens qui voulaient nous acheter des mangas, mais on leur dit non, on ne les vend pas, c'est juste pour la présentation, et c'est ce qui nous permettait de nous introduire, en tout cas, de façon un peu, comment dirais-je, plus originale que d'autres, enfin voilà. Donc les mangas ont eu cet impact-là, et ça a très vite attiré l'attention d'autres stands également qui sont venus nous voir par curiosité, ou qui nous ont dit, et je pense qu'on va développer avec ça et Flavien sur ce sujet, que dans leur activité respective, que ce soit des psychologues ou des psychiatres, les mangas revenaient beaucoup dans la vie, dans la culture, soit des patients, des jeunes qu'ils rencontraient et qu'ils accompagnaient. Pour eux, le manga est vraiment quelque chose de ce qu'ils observent, en tout cas avec les jeunes qu'ils accompagnent en santé mentale. C'est un des souvenirs que j'ai là, brut pour point, de voir que le manga, ça a un impact bien plus profond qu'on ne veut nous le faire croire. Et on l'a bien vu, nous, avec Case Départ, et on était donc au bon endroit, au bon moment, et avec les bonnes infos. Et en fait, avoir les mangas sur la table, ça permettait vraiment de nouer le dialogue direct. Moi, je me souviens de Wallo qui disait vous aimez donc Hunter x Hunter et du coup, ça commençait comme ça. Et puis après, c'était la porte d'entrée. Et puis après, on développait qu'est-ce que c'est, Case Départ, pourquoi on a tant de mangas sur la table, pourquoi c'est important pour nous de parler de manga et de santé mentale, etc. Et puis ça permettait de discuter avec les différentes personnes qui sont passées, qui avaient différents profils, puisque il y avait des thérapeutes, il y avait des non-thérapeutes. Des gens qui étaient suivis ou qui recherchaient à être suivis, parce que bon, c'était aussi le lieu pour, en termes de thérapie. Donc autant on avait oui, comme disait ça, des thérapeutes, des psychiatres, psychiatre, elle n'est pas venue sur notre stand, mais psychologue, voilà, je me rappelle beaucoup de jeunes psychologues qui venaient de terminer leurs études, qui étaient là. Et il y avait aussi plein de jeunes qui étaient là pour le festival aussi, en fait, on était dans il y avait deux rangées de tables. Il y avait les partenaires institutionnels, on va dire, donc il y avait les hôpitaux, des associations, etc. Et nous, il y avait après, de l'autre côté, il y avait de la création, et avec des jeunes créateurs il y avait beaucoup d'illustrations, beaucoup d'illustrations, des petits bijoux, etc. Et nous, on était dans la partie création avec notre podcast. Et donc, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément le même public que s'il y avait le côté institution. Ouais. Et on avait aussi bien les institutions que les associations, que le public qui venait nous voir, parce que ont été très différenciants. Oui, avec les mangas, quoi. En gros, de loin, c'est mais qu'est-ce que le manga vient faire dans un festival de santé mentale? Et c'est vrai que c'est de cette alors pour nous, c'est évident, parce que comme vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que la connaissance de soi et le lien qu'on crée avec les mangas est quelque chose qu'on partage régulièrement. Et c'est vrai que quand je me mets maintenant, je le voyais pas comme ça, mais quand je me mets à la place des personnes qui viennent, tu te dis, mais de loin,
c'est quoi le rapport entre le manga et la santé mentale. Donc c'est vrai qu'il y a cette curiosité, il y a des gens qui sont venus vraiment nous voir avec cette curiosité pour comprendre. En gros, c'est, je vais pas dire que c'est l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine, mais presque. Et du coup, chacun, vous êtes reparti avec quoi en fait de facettes? Vous en regardez quoi? Alors moi, en fait, le truc c'est que moi j'étais ultra crevé et du coup je pense et après quelques jours après je partais au Japon et donc j'étais dans une fatigue extrême. Je venais de terminer un festival qui s'appelle le Mama Festival où j'ai organisé et animé 12 discussions en 3 jours. Et après tenir juste le week-end d'après. On est venu de finir en fait. Le stand. En fait, moi, j'étais donc hyper claqué, mais et en même temps trop content d'être là parce que, alors très marrant parce que j'ai pu retrouver des anciens élèves à moi. Mais oui, ça c'est fou. Ça c'est fou d'improvisation théâtrale et qui sont venus me dire c'est grâce à toi qu'on fait ça ah ouais, un super retour. Ouais, et donc trop chouette, j'ai vu énormément d'anciens élèves d'impro et je pensais pas. Ouais, c'était impressionnant. Moi on était là chill et puis les gens ils passaient Flavien et tout. Et après Flavien il nous fait c'est un ou une ancienne élève et tout. Et puis, il y en a plusieurs comme ça qui passent. Tu te dis, mais ça fait combien de temps que t'enseignes en fait ça va faire presque 20 ans. Et donc, ouais, c'est pour ça que voilà. Ça allait. Et après, t'as dit, ça sera Flavien Sensei. C'est ça, maintenant, il y avait Wallo Sensei, maintenant Flavien aussi. Hein, Sensei. Et donc, la plupart disent, t'es venu pour l'impro. Je fais pas du tout. Je suis venu pour le manga. Ils font, à la base, moi, je viens du manga. Les deux ont commencé en même temps, mais c'est vrai que là je t'ai vendu pour le manga. Donc c'est un public qui savait pas que toi t'étais aussi spécialiste du manga. Ouais, parce que la plupart des gens ils avaient pris soit de la prise de parole en public avec moi, ou soit j'allais dans les institutions, etc. pour qu'ils se sentent mieux via l'impro. Et de toute façon, j'ai toujours glissé des mangas. Je dis lisez tel manga dans les cours d'impro et tout, lisez tel manga, ça peut vous aider et tout. Et il faut ok, là en fait on comprend mieux le lien, pourquoi t'es là et qu'est-ce que tu fais là. Et donc en fait ça m'a apporté à la fin j'ai fait oui ok, donc c'est bien parce que ça a apporté une sorte de légitimité. Et en même temps je trouvais ça cool parce que ça faisait un parallèle avec ce qu'on fait à Japan Expo grâce à toi ça y est, où en fait on parle de santé mentale avec les personnes et tout. Et qu'on a un retour direct avec les gens. Et là, c'est des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'on parle de santé mentale, etc., dans les mangas, etc., mais qui, eux, ils ont vu les mangas, ils ont vu la thématique, et les discussions qu'on avait avec les personnes, elles étaient hyper longues. Je ne sais pas combien de temps je crois qu'à un moment, on n'a pas arrêté de parler. Ah oui, à un moment donné, on était vraiment... T'es vraiment en mode échange permanent, quoi. Il y a eu des petites périodes de creux, mais j'ai pas le souvenir qu'on a eu une heure où on faisait rien, quoi. On n'était pas. Donc moi, pour répondre aussi à ta question, vous savez, qu'est-ce que j'en ai retenu? Alors, j'ai eu 2 choses, c'est que ça faisait longtemps. Alors moi aussi, j'ai connu l'époque des stands. Rien à voir avec Jojo, bien évidemment, mais bon, fallait que je la place. Donc en fait, au niveau des stands, moi, comme j'avais l'association Kaizen où on a vendu notre fanzine Vision parallèle. Donc j'ai cette expérience-là d'être derrière un stand, de discuter avec les gens, de partager ma passion. Donc c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai accepté ça m'a vraiment parlé qu'on ait un stand quelque part parce que ça me ramenait justement à cette époque-là où quand j'étais plus jeune, donc je vais avoir 18 ans quand j'ai commencé avec Vision Parallèle, l'association Kaizen quand on était sur Paris, et à prêcher la bonne parole autour du manga et du dessin animé japonais. Et donc pour moi c'était un retour à cette époque-là, et je le voyais comme en termes de cycle. J'ai dit tiens, tu vas recommencer un cycle autour du manga mais de manière différente et toujours avec la même passion et cette envie. Alors bien sûr, avec l'âge et compagnie, mais cette envie de partager sur un thème particulier. Donc pour moi, il y avait ce côté-là où je me sentais déjà à l'aise dans l'idée. Par contre, j'avais oublié à quel point ça pouvait être fatigant. Parce que ça prend de l'énergie. Ouais. Ça prend de l'énergie. Et particulièrement au festival, justement, de Facettes. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'il y avait quand même des choses lourdes. Bon, alors moi, bien sûr, je viens avec, en plus, la grille... on va dire avec ma casquette thérapeute, et j'ai vu à quel point il y a des gens qui venaient avec il y a des choses pesantes quoi quand même qui étaient là. Je l'ai senti, et en termes d'énergie j'étais quand même fatigué, genre
Alors, je vais pas dire qu'on m'a vampirisé, mais par moments, si je faisais pas attention, dans mes interactions, j'ai ressenti à certains endroits, ouf, il y a des gens qui ont quand même besoin d'accompagnement, et là, je le sens, quoi. Mais bon, voilà, j'ai pas fait une thérapie, encore que bon, on pourra en parler avec une anecdote qui s'est passée, on en reviendra dessus, mais de façon générale, moi, ce festival, il a encore assis ma conviction qu'on était sur la bonne voie, voilà, sur ce qu'on faisait, c'était légitime, qu'on était sur le retour des gens, comment dirais-je, j'ai presque, c'est la tête un peu loin, mais je dis on est d'utilité publique. Voilà. C'est comme ça que je le ressentirais. Ce qu'on fait, c'est légitime, ça a raison d'être. J'ai vu des gens partir avec des sourires, être super contents d'être vus et entendus pour certains dans leur passion, mais aussi de voir que, il y a des gens qui font du lien avec le manga et la santé mentale, et dans les exemples que je donnerai peut-être tout à l'heure, de voir justement, il y a des gens qui sont partis attends, là, je vais revoir tel épisode de Hunter x Hunter, comme évoqué ça tout à l'heure, ou j'avais pas vu ça dans ce manga, ou au contraire, ça a été moi une bonne découverte avec des gens qui avaient très vite compris, qui me dit oui, non, mais alors ça, à voir absolument, si t'as pas vu ce dessin animé, non, mais c'est carrément dans le thème. C'est un gars qui partageait ça avec sa copine et avec moi. Du coup, j'ai vu le dessin animé en question, qui était pour le coup Silent Voice, mais je développerai un peu plus tard, où j'ai pleuré. C'est normal, Silent Voice, tu pleures pas, t'as pas d'âme. Hein. Moi, je l'ai pas encore regardé parce que je sais que je vais pleurer d'avance. C'est comme le tombeau des Lucioles. Faut être préparé d'avance. Ouais. Moi, j'ai besoin de me préparer psychologiquement. Et toi, tu es parti avec quoi, Samy ? Alors, déjà, je suis arrivée moi aussi avec une certaine fatigue. Alors, une fatigue un peu inattendue parce que, en fait, c'est le moment que j'ai choisi pour tester un nouveau traitement contre la sclérose en plaques. Et alors, un truc que j'avais pas du tout anticipé dans les effets secondaires, c'est le brouillard mental. Et en fait, c'était un médicament qui est censé aider pour la marche, en fait, pour stimuler la marche. Et avec un taux de réussite de 30%. Je me suis dit, avec un peu de chance, je fais partie des 30%. Je fais partie plutôt du reste. Mais si tu testes pas, tu sais pas. Et donc, j'avais un médoc, un comprimé à prendre le matin et un à prendre le soir, à 12 heures d'écart. Et par contre, j'avais l'impression d'être à moitié endormie pendant tout le temps du truc. Du coup, le samedi, je suis arrivée, j'étais pas réveillée. Enfin, j'étais un peu comme dans un rêve, le cerveau qui fonctionne pas très vite et tout. Ça m'a saoulée. Et du coup, le lendemain, donc le soir, j'ai repris un médoc, mais le lendemain matin, j'en ai pas pris. Du coup, j'étais un peu plus claire. Mais ça m'a fatiguée parce que je devais faire un effort supplémentaire de concentration. Ah ouais, donc ça a rajouté une couche, ok. Ouais. Le mois d'octobre, en plus, c'était un mois où j'avais plus de choses. Enfin, j'avais d'une part Japan Expo sur lequel je mets beaucoup de temps et d'énergie, comme je vous disais. Mais du coup, beaucoup plus de choses aussi en dehors, tant au niveau perso que il y avait la sortie du tome 11 de Blitz aussi, sur lequel j'aidais dans la communication. Et du coup, les trucs perso aussi. Et du coup, ça faisait quand même beaucoup. Et j'étais comme on dit déjà, en suradaptation. Ah oui. Ah ouais. Voilà. Wow. Et donc, Facette, ça m'a achevé aussi. Aïe, aïe, aïe. Je suis sortie de Facette, alors très contente, parce qu'effectivement, ça m'a confortée moi aussi dans le fait que on était au bon endroit, que ce qu'on faisait c'était utile et que ça avait du sens et que peut-être que ça a inspiré des gens qui sont passés sur le stand. Donc très très pertinent d'être là. Si, ça a inspiré vu qu'on a eu des nouveaux contacts, peut-être pas des milliers de décembre, mais j'ai vu ça dans notre fil Insta. On a eu des retours dans ce niveau-là. Oui, je pense que j'ai un peu regardé les stats et tout, et trop merci de nous suivre parce que en fait il y a eu il y a eu plus de 100 personnes qui nous ont suivis après Facette, quoi. Donc
Ah, trop bien. Donc c'est hyper cool. Tu sais, genre la meuf, elle découvre autre. Non, mais si. En fait, je savais pas, non. Je savais pas non plus. On a fait un petit boom. Après, j'ai pas regardé les audiences d'écoute parce que entre temps, je suis parti en vacances et il fallait que je parte en vacances, quoi. Mais j'ai pas. On a. En tout cas, il y a beaucoup plus de personnes qui sont suivies sur Instagram. Et après, je pense que. Tant que là on relance la machine tranquillement. À chaque fois on disait aux gens c'est quoi le prochain, c'est quoi votre rythme, on n'a pas de rythme, voilà. On est au rythme de arythmique, on est au rythme de nos envies et de ce qu'on peut faire aussi, quoi. Et donc c'était ça qui était le plus important. Et en même temps nous on était là aussi parce que pour nous on sentait que c'était vital aussi d'être dans un festival comme ça, même si on était arraché avec ça y est. Et mais les gens, quand ils sont venus nous parler, c'était juste de l'amour tout le temps. Et même ceux qui étaient un peu perdus, c'était hyper intéressant de discuter avec eux sur la pertinence des mangas qui affectent sur la santé mentale, parce que on a fait quand même 4 émissions, voire 5 émissions sur la santé mentale. Ouais. En comptant ça là, ça ferait 6. Et à chaque fois, c'est toujours les plus écoutés. Et puis les retours qu'on a eu à Japan Expo, pour ceux qui ont écouté la dernière émission avec Ringo, en fait, c'est un peu ce qu'on a voulu aussi démontrer pendant Facette, que il y a une communauté qui est là, qui a envie d'être écoutée, qui a envie de partager aussi des savoirs, et ceux aussi qui ont peur d'être isolés, ils savent que il y a cette communauté qui est là et qui existe, quoi. Cette émission, mais complètement. Je continue parce que Pardon. Je suis repartie de Facette avec pas mal de choses. Super. Ça y est, en même temps, ça y est, il se back. Ouais. On va se faire un code. Comme ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, ça y est, c'est elle qui va monopoliser la parole. Ça y est, t'es 90% pour toi et puis 5% et 5 pour Flavien et moi. Non, attends, j'ai envie de vous écouter aussi. Mais sinon, moi je suis repartie aussi avec des petites cartes d'une créatrice qui était à côté de nous le dimanche. Et elle avait créé des petites cartes, format carte de visite, avec des petits mots d'encouragement, et j'avais trouvé ça super sympa. Du coup, j'en avais acheté pour mon équipe et ça leur a fait plaisir. Donc ça, c'était chouette. J'ai vu que Flavien avait mis dans sa déco un dessin, une mais lithographie. D'ailleurs, c'est pas elle qui a gagné le... Ah non, c'est celle qui était... Alors, il y avait Émilie qui était à côté de nous. Oui. Qui a gagné justement le truc de Facette, le concours dessin de Facette. Je vais sur Instagram pour essayer de retrouver les noms des gens. Alors ça y est, continue pendant ce temps-là. Ouais. Du coup, là, on est revenu aussi avec des œuvres des créatrices qui étaient autour de nous. Et puis, merci à elle pour juste avoir été là et puis avoir échangé aussi avec nous, parce qu'on a parlé manga aussi avec certaines, avec Émilie surtout, je crois. Celle qui se reconnaîtra, qui est une juriste de portrait de juriste, et qui est en fait une fan de manga et d'animé à la base, et qui avait ce style-là, elle nous expliquait, mais qu'avec le temps, quand elle était en formation, on lui a dit oui, bon, met tout ça un peu de côté, mais elle s'y retrouvait et elle nous sortait des références, parce qu'on on est des années, on fait partie de la première vague de fans, donc elle nous ressortait des références qu'on connaissait, et ça lui faisait tellement plaisir de retrouver des gens de cette époque. Mais alors là, dans un festival de santé mentale, c'est le truc hyper improbable. Ouais. Donc j'ai les noms. C'était Greta Margareta, qui est, donc j'ai un des portraits ici, en tout cas un dessin ici. C'est Émilie Saleski qui avait gagné le concours de dessin de Facette. Et ce que tu as acheté, c'est Des Entre-deux, qui est une... Yael est une artiste pluridisciplinaire qui a aussi fait qui fait aussi des trucs sur les béquilles. Oui, des customs de béquilles. Et comme par hasard, je me retrouve assise à côté, quoi. Ah ouais. Bon, j'ai pas encore custom la mienne, mais... Et voilà, donc on est reparti aussi avec ça, c'est important. Et alors je suis repartie aussi avec alors pas tout de suite, parce que ça a mis un petit peu de
ça mûrit un peu. Mais Wallo nous parle régulièrement de sa pratique et de ce qu'il a appris en intelligence relationnelle. Exactement. Et comme ça me titillait ma curiosité depuis un moment, et que je disais, je suis sortie de Facette assez rincée, et puis j'étais dans le tambour du mois d'octobre, hein, ça continuait d'être assez lourd, c'est pas le mot, mais assez challengeant, on va dire. Pour moi, je me suis dit, bon, je peux pas dire en émission, faites-vous aider quand ça va pas et ne pas le faire moi. Et donc, il faut que je sois congruente quand même. Oui, c'est vrai. Du coup, je suis allée voir sur le site Intelligence relationnelle. Ah, ok, ouais. Et je suis allée voir une thérapeute. Donc, je crois, je sais plus, c'est la semaine dernière, enfin, il y a pas longtemps là. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Oh, super. Et là où je veux boucler sur la santé mentale et les mangas, c'est que, bon, je ne vais pas vous raconter le détail de ma séance quand même, Bien sûr. mais ce que j'ai ressenti, c'est que quand je suis arrivée dans cette séance-là, il y avait un souvenir très spécifique, une sorte de charge émotionnelle, enfin, moi j'appelle ça une charge émotionnelle qui n'a pas été exprimée à ce moment-là, qui était figée dans mon être, on va dire. Je ne sais pas comment ça l'est physiquement, mais en tout cas, il y a ce truc-là qui était ce souvenir émotionnel, qui était cette émotion qui était du passé, qui était restée figée en moi et qui ne s'était pas exprimée et qui était mûre. Genre, fallait qu'elle sorte à ce moment-là. Moment, quoi. Ouais. Et du coup, là, il y a eu une sorte d'alignement des planètes et j'ai fait cette séance et vraiment ce souvenir spécifique s'est exprimé et du coup ça m'a fait énormément de bien. Bien sûr, je vais continuer à voir cette personne, et là où je veux boucler sur les mangas, c'est que une fois, je crois que j'ai déjà parlé de ça, mais il y avait une autrice américaine qui avait gagné le concours manga du Magic, et avec qui j'avais parlé, qui m'avait dit oui, ce soir-là ou ce jour-là, non, c'était quand on avait pris l'avion pour aller au Japon, elle m'avait dit ouais, j'avais besoin de pleurer, du coup j'ai regardé tel drama. Je crois qu'elle parlait de K-drama plutôt, mais elle a exprimé le fait que elle se servait d'une œuvre pour se faire pleurer, parce qu'elle avait besoin de pleurer. Je crois que tu l'avais déjà évoqué dans une émission. Je crois que j'en ai déjà parlé. Ouais, ça me revient en tête. Ouais. Je me dis, des fois, en fait, il y a des émotions qu'on n'exprime pas parce que, je sais pas, t'es dans le métro, t'as pas envie de pleurer dans le métro, par exemple, ou juste, tu juges que le timing le moment, ne te permet pas d'exprimer cette émotion, du coup, tu la réprimes. Tu passes à autre chose, enfin, tu as l'impression de passer à autre chose, sauf que ce truc-là, est resté figé en toi, mais tu ne t'en rends pas compte, jusqu'au moment où ce truc-là trouve son chemin pour s'exprimer. Et je pense que ça, justement, les animés ou les mangas peuvent être des moments propices à appuyer sur le bouton éjecte émotionnel. Et du coup, voilà, ça m'a fait penser à ça. Waouh! The Silent Voice, par exemple. Hein? The Silent Voice, par exemple. Oui, The Silent Voice, ouais, très, très, très juste. Bon, pour revenir dessus et pour aller dans le sens de ce que dit également Saïd, bon, déjà, ça me touche déjà que tu partages ça en pleine émission, le fait d'avoir pris rendez-vous avec une personne de ma communauté de thérapeutes hier. Donc là, je suis tout content. Non, parce que je sais à quel point cette approche, si je vous en parle, ou des personnes qui m'ont rencontré à Facette, je parle beaucoup de cette approche, c'est parce que moi j'y ai retrouvé de façon fondamentale quelque chose d'universel et qui fonctionne en fait, quelle que soit votre culture, en fait, parce c'est axé sur le système nerveux, mais je savais pas que dans mes échanges, en fait, là ce qui me touche, c'est que je pensais pas que, enfin, je savais pas que ça avait impacté au point que. Je t'écoute. Oui, mais voilà, que ça impacte à ce point-là. Et alors par rapport à Silent Voice, c'est vrai quand je discutais avec certaines personnes,
moi, la lecture que j'ai, pour le rendre explicite, en tout cas pour les auditeurs, c'est que, et pour ceux qui m'ont rencontré, en tout cas à Facette, vous avez dû le sentir, c'est que j'ai une facilité de voir où est-ce que vous en êtes quand vous vous exprimez, quoi. Je dis, ok, là, la personne en est là, donc j'essaie de trouver l'approche la plus adaptée pour pouvoir vous parler du lien que je vois avec les mangas. Voilà, en donnant des petites illustrations, mais en même temps, je fais attention que vous en êtes dans votre système nerveux. Je dis, ok, là, cette personne, je peux lui dire ça ou pas, ça passe, et je vois comment ça touche. Et là, il y a eu l'inverse, en fait. C'est que c'est un gars, alors j'ai oublié son nom, ils étaient en couple, je crois, si je dis pas de bêtises. Et alors, si vous n'étiez pas en couple et que vous étiez frères et sœurs, bon, les histoires d'inceste, ça me regarde pas, mais. Petite boutade. Non, c'était deux personnes vraiment très charmantes, et à un moment donné, comme sur la table de notre présentation de stand, c'est moi qui avais ramené les 2 premiers volumes de Silent Voice, et donc j'expliquais un petit peu pourquoi je parlais de Silent Voice, parce qu'à l'intérieur des mangas, pour rebondir sur ce que dit Saïe, moi je vois par moment des structures de séances, en fait. Moi, j'ai un protocole que j'utilise en intelligence relationnelle, ou même ceux que je pouvais utiliser dans d'autres domaines comme la PNL ou l'hypnose ericksonienne, mais je reconnais, en fait, dans la mise en scène ou dans la mise en page, mais surtout dans l'interaction des personnages, des protocoles que nous utilisons qui facilitent la guérison mentale, en fait, ou de charge émotionnelle. Le petit exemple que je donnais, c'était par exemple dans Silent Voice, à un moment donné, il y a le héros principal qui, quand il se reconnecte avec son ami d'enfance qui est sourd-muette, j'ai oublié les noms, donc les fans hardcore ne m'en voulaient pas, juste pour vous donner la situation, lorsqu'il retrouve son ami qui donc est muette, et ben à un moment donné, il est dans une phase un petit peu où il cherche à se faire pardonner, à recréer du lien. Et ça passe par un geste qui, en mise en page, a l'air de rien, mais qui est de tendre la main. Et cette manière de tendre la main, par moment, nous, on l'utilise en séance, parce qu'on sait que c'est ce qui a manqué à l'autre à un moment donné précis où il n'a pas été vu, ni n'a pas reçu le fait qu'on lui tende la main, qu'on lui apporte le soutien à ce moment-là. Mais ça a l'air de rien, mais c'est un détail, mais parfois, ça ne joue qu'à un geste de cette nature qui crée ce que j'appelle, moi, une sortie de bulle. C'est-à-dire que lui, il a été le personnage pendant longtemps, il s'était mal comporté, et à un moment donné, il a pris conscience qu'il avait quand même pas mal merdé, et c'est difficile parce qu'il vit une situation où c'est lui qui est maintenant, on disait bully en anglais, mais c'est lui qui est un petit peu mis de côté par tout le monde. Et là, faut aller créer le lien avec l'autre, et quand on se rend compte, il y a des moments où c'est extrêmement difficile, mais moi je le sais pour l'avoir vécu. Quelqu'un m'a tendu la main, je me rappelle vraiment d'une séance où j'étais en formation, où j'étais bloqué dans une bulle, parce que voilà, c'était le meilleur moyen pour moi de survivre. Et à un moment donné, il fallait que je sorte de là. Et une personne m'a juste tendu la main, et je peux vous garantir que j'ai mis peut-être 3-4 minutes avant de pouvoir prendre la main de la personne, tellement j'avais peur. Et quand je l'ai touché, je n'arrive même pas à expliquer ça de façon rationnelle. Quand je l'ai touché, j'ai été parcouru d'une émotion tellement intense, parce qu'à ce moment-là, j'acceptais l'aide ou la main tendue, et ça m'a permis de sortir de la bulle. Et dans Silent Voice, j'avais pris cet exemple-là en discutant avec une personne qui est venue à notre stand, et qui a dit clairement à sa copine, il fait, ah ouais, mais tu sais, Silent Voice, t'as pas vu? Ah non, j'ai pas vu. Non, mais faut que tu vois absolument le film. C'est génial. Ah non, mais Silent Voice, c'est le film absolument à voir. Bon, moi, j'avais lu les 2 premiers volumes du manga, et donc j'arrive à poser des mots un peu techniques ou liés à ma pratique. J'avais pas vu le film. Et allez, je crois que c'est pas plus tard qu'il y a 2 semaines et demie ou 3 semaines, ça m'est revenu. Donc, ouais, comme quoi, on a des discussions, et j'ai dit, il faudrait peut-être que tu vois le film, parce que je l'avais déjà depuis un bout de temps, et j'ai dit, tiens, allez, je me suis posé, et magnifique. Et juste, il y a 2-3 moments où j'ai vu clairement des moments comme je pouvais avoir dans des séances, et les moments où je pleure, véritablement, c'est des moments de libération, parce que ça m'indique qu'il y avait quelque chose qui était bloqué chez moi, et qui a trouvé son chemin pour pouvoir s'exprimer, parce que, j'étais sécurisé, j'étais tout seul, donc j'avais pas de regard extérieur, donc je pouvais
vivre tranquillement cette émotion. Et je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup dans le manga. Ouais, on en a parlé d'ailleurs. C'est-à-dire que aussi. cette espèce de sécurité qu'on a, simplement être seul, à lire son truc, il n'y a personne qui me juge. Et puis, je suis touché par les émotions, je peux pleurer dans mon coin ou rire, ça dépend. Mais quand on est touché, et de se dire, voilà, quoi, c'est ce bloc de papier là, écrit en noir et blanc par un mec qui est à l'autre bout de la planète, qui a exprimé des choses, pas forcément avec l'intention, lui, de me faire pleurer, parce qu'il a envie de raconter une histoire, de ce qui est important. Mais moi, voilà comment ça m'impacte. Et ça, je l'ai eu également avec le film de Silent Voice, dont je remercie la personne qui est passée sur le stand, qui nous a partagé en fait, c'est le fait qu'il insiste auprès de sa copine. En fait, il était tellement aligné dans la façon d'en parler, en disant ouais, mais par rapport à ce qu'on fait, non, mais Silent Voice, en fait, le lien pour lui devenait évident. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai observé aussi, c'est que le fait que les gens soient à Facette, ils savaient déjà ces choses-là. Mais nous, c'est comme si on leur validait. Bah oui. Et là, le gars, quand il a regardé sa copine, ouais. La plupart des personnes, s'ils étaient là à Facette, c'est qu'effectivement, sur la santé mentale, il y avait quelque chose, quoi. Et quand je dis valider, c'est le côté manga, pour ceux qui le connaissaient, voilà. Et donc, quand on arrive, nous, avec le côté manga et connaissance de soi, au début, effectivement, il y avait vraiment le ah oui. Et quand on commence à parler, je fais mais oui, c'est vrai que c'est logique. C'est logique, on a été bercé par ça, sur les trucs. Parce qu'on avait mis beaucoup, on avait mis du Spy, on avait mis Ranma, on avait mis. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on n'a pas cité tout ce qu'on avait mis. On avait mis Full Metal Alchemist, Nana, Blue Lock. J'avais ramené Blitz aussi par rapport à la notion d'intuition. Hunter, bien évidemment. Hunter, on a ramené Silent Voice aussi. Et en fait, à chaque fois, il y avait le manga du moment là, ton manga du moment là. Ah oui, c'est vrai. Du mouvement de la Terre, voilà. De chez éditions Kyun. Ah my god, j'en parlerai plus tard. Et moi, j'avais ramené aussi un autre manga chez Glénat qui s'appelle Promenons-nous dans l'espace, qui traite d'autisme. Oui. Et qui est devenu un de mes mangas chéris, parce que c'est la première fois que je vois un manga qui traite aussi bien de l'autisme. Et donc c'était intéressant parce que on était devenus prescripteurs. Complètement. Effectivement, manga, et aussi bien pour les institutions que pour les personnes qui étaient là. Elles disent en fait, vous avez ce truc là, voilà, ça fait comme, c'était un peu marrant parce que ça, des fois c'est genre ordonnance de manga. C'est ça. Grave. Voilà, nous sommes docteurs en manga. Il y avait le manga sur le harcèlement aussi, je sais plus si tu l'as dit. Le sur le harcèlement, effectivement, qui est chez Kurokawa aussi, où il y a pas mal d'écoles qui sont venues faire mais ça existait, ça existe ce manga. En plus, il y a des fiches techniques sur le harcèlement et tout, sur comment s'en défaire et comment parler aussi. Moi, j'ai pu en profiter justement, parce que ça, c'est un de mes arguments favoris, pour replacer et recadrer pour certaines personnes. Je mets au défi tous les pourfendeurs du manga. Je mets au défi un individu de ne pas trouver un manga qui lui parle. Voilà. Je mets au défi vraiment à quelqu'un qui me dit oui, les mangas, je mets au défi de ne pas trouver un manga qui lui parle. En fait, c'est toujours, moi, dans ces trucs comme ça, c'est qu'est-ce que t'aimes, quel style tu aimes, ou qu'est-ce que tu aimes dans les histoires. T'aimes bien les trucs de mystère, t'aimes bien les trucs et tout. Et c'est sûr que j'en ai agrippé un par rapport à ce qu'il va aimer. Après, t'as les incontournables. Tu sais que tu vas faire rentrer quelqu'un avec Urasawa, c'est assez facile, ou avec du Taniguchi pour ceux qui aiment la BD et des trucs comme ça. Donc tu sais que tu peux. Ah oui, t'avais ramené le gourmet solitaire d'ailleurs. Non, t'avais ramené un Taniguchi, je crois. On a parlé d'un Taniguchi justement. Oui, on a parlé d'un Taniguchi parce que justement par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce que dit Wallo sur le côté, il y a un manga pour tous, tu vois. Un manga pour chacun, au moins. J'avais un ostéopathe il y a pas mal de temps que j'étais allée voir en consultation, et puis je sais plus, on parle manga. Et puis les mangas, je crois qu'il avait un fils de 15 ans à l'époque. Et il me fait mon fils il en lit et tout, mais bon, moi ça me parle pas, je trouve ça violent, enfin bon, les trucs un peu classiques quoi. Et je lui dis mais vous savez, c'est pas, il y a des mangas violents, hein, mais pas que. Je vais vous ramener un manga et puis voilà, qui sera peut-être plus adapté à ce que vous aimez, et puis voilà, après vous verrez.
Et donc, la fois d'après, je lui ramène, je crois que c'était L'Orme du Caucase de Taniguchi. Parce que, comme j'ai travaillé chez Casterman, je crois que j'en avais un chez moi. Enfin, et je n'arrive plus à situer dans le temps à quel moment c'était. Mais bon, donc je lui donne ce manga-là. Et puis, alors, plus tard, je le voyais pas non plus très régulièrement, hein, mais donc ça s'est fait en 3 phases. La fois où il m'en parle, la fois où je lui donne le manga, et puis plus tard, donc, il me fait un feedback sur les suites de sa lecture de ce manga-là. En fait, ça lui a permis de parler manga avec son fils. Ah, super. Et donc, moi, j'ai trouvé ça beau parce que d'une part, lui, il s'est rendu compte que le manga, c'était varié. Et d'autre part, ça lui a permis d'aller vers son fils et puis qu'ils échangent en fait à ce sujet. Et je pense que aussi son fils, ça peut lui avoir fait plaisir de se sentir un peu plus écouté ou entendu. Complètement. Donc voilà. Juste d'être vu dans sa passion et compris. C'est ça. Mais c'est énorme. Juste vu et compris dans sa passion. Alors après, bon, avec les histoires sans rentrer dans les détails de ce que ça implique en termes de thérapie dans les théories de l'attachement vis-à-vis des parents, mais c'est énorme ce que tu as fait juste avec ce geste-là. Ça crée un lien qui est pas anodin, quoi. Ouais. Et pour moi, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi, c'est que le lien, il est tout à fait trouvé. En fait, on pourra même trouver dans chacun des mangas, même si on dit ouais, Dragon Ball, il n'y a pas de truc. Bah si, en fait, dans Dragon Ball, il y a plein de choses. Ah bah oui, on peut trouver des choses à dire, forcément. Il y a toujours quelque chose où on peut rattacher. Tu vois, à un moment, on parlait de Fairy Tail avec quelqu'un. Ouais, mais dans Fairy Tail, c'est tout de l'amitié. Je fais bah oui, parce qu'en fait, justement, et tu peux rattacher sur la santé mentale aussi, sur l'isolement des gens qui se disent bah en fait, je suis seul. Et même si voilà, moi, je serais toujours seul, etc. Fairy Tail, justement, pour moi, c'est un très bon manga qui montre que quand t'es seul, en fait, t'es jamais seul. Et là, je viens de voir Elio, qui est un Disney Pixar qui a pas du tout marché en salle. Et je comprends pourquoi il a pas marché en salle, parce qu'il a été mal vendu. Il a été vendu comme regardez, c'est un truc d'aventure, etc. Alors que non, c'est un dessin animé sur la solitude. C'est comment un enfant, il se sent seul et comment il va essayer de trouver quelque chose dans l'extraterrestre pour ne pas être seul. Et en fait, moi j'ai tellement pleuré, j'étais dans l'avion, j'ai fait sur l'avion, en plus je suis côté fenêtre, je peux même pas sortir et tout. Je suis coincé. Et non, mais c'était fou. Et donc ça m'a rappelé Fairy Tail, où tous les personnages en fait sont isolés, et petit à petit t'as quelqu'un qui arrive et qui fait non, t'es pas seul, t'es avec nous, on va faire bande. Et en faisant bande, on va faire, on va créer un groupe, et en faisant un groupe, tu vas être entendu, et t'es pas seul. Et dans Fairy Tail, c'est ça, c'est comment toi ta solitude, elle en devient un pouvoir, comment tu maîtrises ce pouvoir. Et dans Elio, le dessin animé de Pixar, que je vous recommande du coup de voir, parce que en fait, tout le marketing autour de Elio, il a vraiment été mal foutu. Ah ouais, c'était vraiment à côté de ses pompes, parce que moi j'ai pas retenu ça des bandes d'annonces ou de ce que j'ai vu. J'étais pas là quand tu me le présentes, ou entre guillemets le vent comme ça. Je suis curieux. Au moins, après je comprends les marketeurs. T'arrives, t'as un dessin animé sur la solitude. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le vois comme un truc sur la solitude? Et du coup, allez le voir. En fait, on parle d'un gamin qui est seul, il a perdu ses parents et puis allez chialer. Ou tu vas montrer l'aventure. Je peux comprendre, le positionnement marketing. Mais par contre, c'est pas du tout ce qu'il y a dans la bande-annonce et tout, quoi. Donc ça fait un peu tromperie sur la marchandise. Mais totalement. Donc bonne surprise pour toi. Grosse surprise. Mais mauvaise surprise pour pas de surprise tout simplement pour moi qui la bande-annonce m'a pas parlé plus que ça. Je me suis dit encore un truc classique. Basta. Moi je me suis dit parce que les Pixar ils ont toujours été assez forts sur les sentiments et les sentiments des personnages. À contrario des Disney classiques où c'est une histoire narrée et les sentiments sont gros comme une maison. Les Pixar, ils ont toujours été assez fins dans ce qu'ils font, quoi. Et je me dis, attends, Elio, quand même, bon, j'ai 12 heures d'avion, je peux bien regarder Elio, tu vois. Donc, quand je l'ai vu, je suis non, mais j'ai été triste de ne pas le voir sur un énorme écran. Donc, et j'ai fait, c'est dommage. Et après, du coup, ça m'a vraiment rappelé Fairy Tail dans ce truc-là où, quand on parle de ça, c'est vraiment. Moi, je me suis senti, tu vois, même si j'avais une famille entourée et tout, je me suis senti comme le gamin
Il y avait des moments où tu te sens seul et c'est Mmh. normal de se sentir seul, quoi. Mmh. Et je sais qu'à la lecture de Fairy Tail, même si on peut dire que c'est hyper enfantin et ça, mais ouais, j'ai compris l'importance de l'amitié dans Fairy Tail. Parce que ce manga n'est que ça. Mais la plupart des mangas, alors je vais pas dire tous parce que je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les shonen, oui, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de shoujo, de seinen, tout ça, sont tricotés sur les relations interpersonnelles. Bien sûr. Du coup, intelligence relationnelle, Non, ça m'étonne pas que tu t'y retrouves. Mais ouais, dans la conception même des histoires, c'est tu crées ton héros et après tu crées les gens qui vont graviter autour de lui et après tu réfléchis à comment les relations interpersonnelles vont créer l'histoire, vont créer l'aventure. Et alors que je crois que ça aussi on en avait déjà parlé, mais en Occident on pense d'abord au fait. Genre, il va se passer ça et il va en découler telles interactions entre les personnages. Et du coup, on prend pas le truc dans le même sens. Alors, moi, je dirais que on y met beaucoup moins de relief que ne le font les Japonais. C'est-à-dire que ce que j'ai pu observer avec le temps et par mes formations et puis par mes relectures, parce que je me posais souvent cette question-là, je dis mais qu'est-ce qui est spécifique? Et ce que je observais aujourd'hui, et je serais peut-être inspiré par la certitude avec laquelle je parle, mais je vais quand même mettre je vais quand même pas vous dire que c'est de l'absolu. Mes émotions, elles le sont, mais mes arguments vont être un peu plus nuancés. C'est que dans les mangas, ce que je vois dans les relations interpersonnelles, qu'est-ce qui fait que c'est interpersonnel? C'est quelque chose que j'avais un peu évoqué à Japan Expo, c'est le côté où les personnages, très rapidement, on rentre dans leur pensée, on rentre dans leur monde. C'est pas juste je te dis bonjour, j'ai l'interaction, c'est aussi qu'est-ce qu'ils se disent. Et je voyais ça encore récemment, je dis tiens, mais on est vite dans la tête du gars. On est et sur ce qu'ils se disent pendant l'interaction, et sur ce qu'ils ressentent. Et donc, j'ai presque c'est ce qui rend la facilité de comprendre comment est la personne, parce qu'on sait, pendant qu'elle agit, sur son comportement, ce que n'importe qui peut voir de l'extérieur, en fait, dans le fond, on voit les enjeux qui se jouent pour eux. Et ça, le manga, il va quasiment directement. Beaucoup plus, moi je dirais, et en termes de relief, j'ai pu le voir en fait en comics et même en franco-belge. Je dis pas que ça n'existe pas, mais j'ai presque envie de dire que c'est systémique dans le manga. Je crois que ça, on l'avait aussi abordé dans une autre émission, mais je pense que si on liste les émissions, on a déjà dit des trucs, ça va être compliqué. Mais là où je te rejoins par rapport à ce relief, c'est que donc on a les dialogues, donc ce qu'on peut capter de l'extérieur. On a les pensées, les bulles de pensée. Ça, on peut les retrouver aussi facilement dans la BD. Et après, il y a toutes les histoires, l'utilisation des trames, les petits signes qui vont exprimer l'état émotionnel. Genre la petite croix là sur la tempe qui exprime la colère au-delà du regard. En fait, le personnage, il peut avoir un visage souriant, mais rien que le fait qu'il ait la petite croix sur la tempe, là, on sait qu'il est vénère. Et du coup, ça te donne la température aussi du moment. On a la température. Ouais, moi, j'aime bien ton terme de température. Je trouve que au niveau expressif, avec la codification graphique, mais on a l'état interne. En fait, voilà, c'est ça. Si je devais reprendre un terme un peu technique, l'état interne, on a l'état émotionnel des persos, on les a, on a leurs variations qui se passent très rapidement d'une à l'autre. Et parfois de façon poussée, ce qui peut déranger, je peux comprendre au début des années 90, ouais, mais là c'est mal dessiné, ouais, mais les mangakas, ce qui les intéresse, c'est pas, c'est comme ça que je le dis aujourd'hui, c'est pas d'illustrer une histoire, c'est de raconter avec de l'image. Donc si mon image, elle va dire quelque chose et qu'elle n'a pas besoin d'être chiadée comme je peux avoir, et les mangakas savent très bien vous faire des planches hyper détaillées, ils savent le faire. Mais des fois, vous avez des cases où ça tient à quelques traits, vite, limite de l'esquisse, où tu te demandes si le mec est en train de faire une recherche de perso, mais tu as les traits qu'il faut. Et ce truc-là, en termes d'émotion, ce que je trouve fort, c'est que ça traduit... je sais pas, moi, il y a des moments où j'ai des interactions,
sais pas, là, je peux regarder Flavien, puis je me sens mal à l'intérieur, et puis je vais me rappeler d'un truc qui va me rendre heureux. Et ces changements-là d'état interne émotionnel, pour moi, ouais, je le dis là, peut-être quasiment de façon absolue, je trouve que les Japonais ont des longueurs d'avance. Voilà. Bah, sur les, alors, ce qui est drôle, parce que c'est pas du tout le cas quand tu parles avec des Japonais, mais, Ouais. mais ce qui est effectivement dans les mangas, c'est ils ont réussi à narrer l'état intérieur. Exactement. Et donc, ça, tu vois, on revient sur la santé mentale, mais c'est même pas un problème en plus. C'est juste que c'est normal et que les personnages passent sur différentes émotions en 2 cases. Exactement. Ouais. Et donc, et tu te dis, bah, j'ai pourquoi rien que des frissons, tu me le dis là, tu vois. Et donc, tu te dis, bah, pourquoi pas le faire nous dans notre vie, dire, bah ouais, en fait, c'est normal d'avoir plusieurs états. L'humain est conflictuel de base. Donc pourquoi pas montrer ces différents états. Et donc ce qui est intéressant dans le manga, c'est justement c'est tout ce qu'on peut pas faire qui est reflété dessus, et on se dit ah putain, mais c'est hyper intéressant sur ça. Là je regarde Abel qui lit Ranma, et Ranma pour moi c'est ça, tu vois. Ranma quand il est en garçon, ben il se maintient, il est toujours dans un ordre et tout, et quand il est en Ranma fille, mais il s'en fout de tout, quoi. Il joue avec les trucs. Il est beaucoup plus à poil que quand il est en garçon. Tiens, il y a un truc où il est complètement désinhibé. Et c'est pareil quand le père est en panda, il est beaucoup plus désinhibé. Oui. Et Akane, en fait, elle passe dans tous les états aussi, parce qu'en fait, elle se sent libre de passer dans tous ces états-là. Parce que justement, avec la bande de fous qui est à côté, elle est complètement libre de passer dans ces états. Et Ranma, comme Maison Ikoku, etc., dans ce que fait Takahashi, elle arrive toujours à mettre cet humour, cette autodérision, et en même temps, bah, les personnages sont libres. Ils sont totalement libres d'être ce qu'ils veulent, de dire ce qu'ils ont envie de penser, et ça peut se faire en 2 cases, et même en une case, t'as tout qui se montre, quoi. C'est marrant parce que je sais plus si c'était à Japan Expo que tu l'avais évoqué, Ranma, mais je crois me souvenir que tu l'avais également évoqué lorsqu'on était présent au festival Facette. J'ai eu un flash là où tu parlais avec une personne où justement tu redisais tu disais ce que tu es en train de dire. Mais dans mon souvenir, quand j'étais à Facette, au festival Facette, quand tu as évoqué ça, il y a un truc que j'avais jamais fait gaffe me concernant Ranma, c'est que moi je regardais Ranma comme un dessin animé et je voyais pas l'impact que ça a eu, parce que peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais le milieu du manga et de l'animé, ça a été un lieu pour beaucoup de jeunes de la génération 90, peut-être 2000 aussi, j'en sais rien, de coming out. Et surtout que nous, comme on subissait le massacre médiatique de oui, le manga c'est pas votre culture, c'est n'importe quoi et compagnie, qui que tu sois, et ça c'est un truc aussi qui m'a beaucoup marqué, beaucoup touché, quelle que soit ton origine culturelle, quelle que soit ton origine même sociale, parce que ça c'est des choses que beaucoup de gens ne savent pas, ça a brassé des niveaux sociaux entre des mecs qui étaient super riches, et merci parce que vous pouviez acheter les laserdiscs qui étaient chers, et tous ceux qui venaient du Japon, pour ceux qui n'avaient pas forcément une thune comme moi, où je me battais avec à ramasser des pochettes de Chevalier du Zodiac pour en faire mes goodies, et en même temps, bah pour ceux qui avaient sur leur orientation sexuelle, parce qu'ils n'arrivaient pas à le dire ou dans l'entourage, ils se sont trouvés un terreau où Ranma, mais moi j'avais jamais fait ce lien-là, je m'étais jamais dit que ah ouais mec, lui Ranma ça lui parle à fond pour ça, quoi. Jamais ça ne m'avait traversé l'esprit, jusqu'à ce que tu l'évoques quand on était au festival Facette. Je fais what, mais moi je le voyais plus comme un dessin animé avec ah ouais il se transforme et puis basta. Je voyais même pas que ça puisse avoir cette comment dirais-je, cet impact-là. Bah, c'est sur l'identité, en fait. Sur l'identité, je le vois. Il y a un impact. Mais tu l'as dit aussi tout à l'heure. Je pense que je me trompe pas, la communauté du manga est la communauté la plus diversifiée. En termes d'âge, en termes de moyens et en termes de communauté ethnique, etc. C'est la plus diversifiée. Et c'est celle qui rassemble le plus de personnes, parce qu'en fait, vu qu'on est sur des images et on est sur quelque chose qu'on aime bien tous, en fait c'est plus ça qui va nous rassembler. Alors que si tu regardes sur la musique, bah t'as des classes de population qui vont écouter telle musique. T'as aussi d'autres. Si tu prends sur la BD, bah oui, toi tu le vois par rapport à tes festivals. Bah ouais, sur les festivals, tu vas à Angoulême, les différents festivals auxquels tu participes. Tu vas à Angoulême, tu vas aussi les festivals musicaux. Ouais. Donc, c'est vrai que t'as cette lecture là, ouais. Ouais, les festivals musicaux, bah t'as pas les mêmes personnes. T'as des trucs de moyens en fait. T'as un festival
un rock en scène, c'est quand même 150 balles. Ah oui. Et Bah donc, oui. tu peux pas. Alors, l'ouverture à la culture, moi, se passe par le manga, même si on est passé à 7 euros le manga, mais c'est le moins cher en fait. Puis tu peux les prêter, enfin, Ouais. tu peux les emprunter, tu peux les emprunter à la bibliothèque. Donc, ouais. Je rebondis sur un truc que tu as dit, Flavien, c'est à un moment, tu as dit les Japonais sont pas comme ça. Et je pense que c'est un des faits, un des aspects qui fait que ils ont développé cette expression-là, enfin cette expressivité dans les mangas, parce que il y a cette fameuse expression Kuki o yomu, lire L'air. lire l'air. Read the room, ils le disent Ouais, c'est ça. en anglais, c'est read the room. Et cette espèce de fantasme que les gens peuvent deviner ton état émotionnel. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas en vrai. Et puis bon, étant plutôt sensible, se coordonner à chaque personne pour ressentir son état émotionnel, c'est assez épuisant. Ah oui. Se synchroniser, voilà. Mais du coup, comme ils ont cette envie de communication non verbale, très forte, qui fonctionne, et ben probablement que ça prend cette forme-là aussi dans les mangas, de donner des codes de tiens, quand quelqu'un fait cette tête-là ou a cette attitude-là. Honnêtement, pendant longtemps, parce que j'ai des amis qui ont vécu au Japon et qui me donnaient des exemples de réactions typiquement japonaises que je pensais être des clichés, très honnêtement. Et quand je regardais des fois dans des films Insta. Quoi, par exemple? En fait, ce qui m'a. C'est quand deux personnes se rencontrent, il y a des Japonais qui ont fait ça, disent oui, bon, voilà ce que toi tu vois de l'extérieur, et voilà ce qui se passe vraiment en nous. Et au départ, je pensais que c'était du cliché quand je voyais dans certains dessins animés, notamment si je vous prends My Hero Academia, ah oui, il est là, il regarde là, ah ouais, mais elle a pensé ça, alors si elle fait ça, peut-être que moi je devrais faire ça, enfin le côté, je dois bien comporter, enfin tout le poids de la codification. Je dis, mais moi des fois je suis là, oh, c'est exagéré, c'est lourd. Et j'ai un ami qui m'a dit, tu sais, c'était juste dans le cadre pourquoi des fois les Japonais ne veulent pas parler en anglais? C'est pas qu'ils veulent pas, c'est que pour certains, il y a cette envie de rendre service, de pouvoir t'aider. Mais ils ont tellement peur de mal te parler en anglais que ça leur met une telle pression qu'ils préfèrent te mettre de côté. Moi je rigolais, je dis, ouais, t'abuses. Il me dit, non. Il y a ce côté, il y a cette espèce de pression. À soit je fais bien, mais j'ai pas envie de mal faire. Parce que mon pote, il me disait, mais tu sais, pour un japonais, là, s'il parle mal, c'est qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais à travers moi, mais qu'est-ce qu'il va penser du Japon? Mais donc, est-ce que. Je dis, non, t'es sérieux? Il me dit, mais écoute, c'est comme ça. Donc, je fais, attends, donc dans les animés, c'est pas exagéré? Il dit, non, pas du tout. Alors après, c'est montré, c'est mis en scène et c'est graphique. Mais pour moi, ça a été. Je l'ai validé parce que j'ai vu d'autres japonais qui en rigolaient. Voilà, il y en a qui le mettent sous forme d'humour. Et le type d'interaction c'était deux gars, il y en a un qui sortait de un endroit classique là où il y a toutes les portes Shinto qui se suivent, je sais plus où c'est exactement. Fushiminari. Voilà, ils se croisaient là et c'était est-ce que je lui baisse la tête de 15 degrés ou de temps parce que c'est pas le même code. Et puis alors il y a lui ce qu'il pense et là je fais ouais, OK. Puis t'as l'autre, tu vois ce que l'autre il pense et puis oui, mais si je le salue, il va penser alors je vais le faire comment? Et j'ai dit quoi? Pendant l'interaction, il y a tout ça qui joue pour de vrai. Et à la fin c'était ouais, mais s'il me salue, ouais, mais c'est peut-être un aîné, mais est-ce qu'en fait, il y a tout. Je dis, oh, ils exagèrent. Et puis à la fin, c'était salut, ils se disent ce qu'il faut, comme il faut, et c'est bien passé. Et genre, décompression, je suis waouh. Je rigolais, mais j'ai pris conscience que ce n'était pas un cliché. Parce que il y a moi ce que je projette, hein, bien évidemment. Je dis, wow, c'est une manière de narrer, c'est de se rendre compte à quel point c'est profond, en fait. Et je crois que c'est ça qui maintenant fait que plus je revois, je commence à avoir une nouvelle lecture des mangas et ou des animés sur cet aspect-là en disant mais attends, mais c'est profond. Et je crois que c'est aussi pour ça que ça me touche à ce point, en tout cas sur certaines choses. J'en parlais une fois avec une de mes cousines qui me disait ouais, mais de toute façon dans le manga c'est tu sais, c'est le truc, tu tournes la page, tu sens qu'il va se passer un truc, et bam, t'as exactement la planche qu'il faut avec le cadre qu'il faut déjà, et tu peux être dans le bus et bof, tu pleures d'un coup. Et je dis, ah ouais, ok. Et voilà, en fait.
Mais je fais une autre aparté. J'ai un peu parlé de Casse Départ avec Monsieur Torishima, donc Tanto de Monsieur Toriyama, qui est venu à Japan Expo cet été là. Je sais plus à quel moment. Bref, je lui parlais de Casse Départ. Ah oui, je lui disais justement que ça faisait un moment qu'on n'avait pas enregistré d'émission tous les trois. Et puis donc je lui explique le concept, tout ça. Il me fait c'est très français hein, votre approche. Et il me fait ouais, au Japon, nous on réfléchit pas comme ça, enfin on philosophe pas comme ça sur les trucs. Et puis après bon, c'était une aparté dans autre chose, donc on n'en a pas parlé plus longtemps. Mais tout ça pour dire que donc les Japonais, ils ont pléthore de mangas, il y a des trucs, c'est hyper riche et tout, sauf qu'ils n'ont pas de recul. En fait, ils sont tellement noyés ils sont tellement dans la piscine, quoi. Ils se disent pas, tiens, je vais réfléchir à ma santé mentale de quand je lis tel manga. Et j'en ai parlé aussi, quand j'étais au Japon, j'en avais parlé à certaines personnes chez Kodansha, du podcast et tout. Parce qu'en fait, à chaque fois, ils se posent la question, mais en fait, qu'est-ce que tu fais vraiment dans le manga partout et là, tu fais les conférences et tout, mais on te suit sur les réseaux, mais donc pour une fois, j'ai fait, bon, voilà, je fais ça et tout. Donc, j'aurais parlé de Casse Départ, ils m'ont dit la même réflexion, ils m'ont dit, c'est marrant, et les Français à philosopher sur tout et tout. Nous, on pense pas, tu vois, à ça, et même les auteurs, ils pensent pas à ça. J'en avais parlé avec l'auteur de Centuria, en disant que je faisais Casse Départ. Super intéressant. Centuria, en fait, sur la santé mentale, justement, c'est assez énorme. C'est une séquence par un esclave qui a le poids du monde, il a sans âme en lui, donc il a quand même le poids du monde sur lui et des gens qui lui veulent sa peau. Et il fait moi je fais juste mon manga, il y a tout qui me passe dans la tête et tout, bien sûr, et tu vois, je pense pas à ça, mais en parlant avec toi là, j'avoue que je pensais pas que mon manga reflèterait tout ça. Donc il fait c'est comme si tu me mettais une pression en plus. Et du coup en fait je me rends compte que en fait ce que je raconte n'est pas anodin. Et donc en parlant aussi avec ceux de Kodansha, ils disent en fait c'est hyper intéressant comment vous avez la manière de fonctionner et de parler et tout, parce que en fait nous on n'a pas du tout cette approche au Japon, et donc on est plutôt curieux de savoir comment on parle, et qu'il n'y a pas que juste des trucs TikTok où on parle en bien et tout, mais que ça décrypte comme un sujet philosophique. Et ils font ça on l'a pas parce que c'est très divertissant, tout est tourné sur le divertissement. Et donc on n'a pas des trucs comme ça, et donc ils étaient plutôt intrigués. Et donc les auteurs avec qui on avait parlé aussi, c'était pareil, mais ça, c'est marrant, pour eux ça leur a rajouté une pression en plus, le fait qu'on décrypte les mangas encore plus que eux le font de base. Et en fait de toute façon même sur One Piece, le truc qui chaque case et tout, on sait même pas l'intention de l'auteur, mais les gens vont en parler, et c'est très parce qu'on est fan, et que pour nous ça a un sens. Ça a un sens, exactement. Je pense que c'est ça, j'ai pris le temps. Alors j'ai fini. C'est super intéressant ce que vous dites là, parce que c'est un reflet qui m'a été fait par un ami qui, lorsqu'il a appris je crois qu'il y a 4-5 ans, quand il a su quel était mon parcours, il m'a dit, mais tu sais, en fait, Wallo, nous à l'époque, quand tu parlais des animés, que tu disais que tu voyais tel truc, et c'était un peu comme les auteurs japonais. Il fait non, c'est du divertissement, et puis voilà, ça s'arrête là. Mais on sentait que toi tu parlais déjà d'autres choses, de choses plus profondes. Et donc lui, il a eu son parcours, et puis quand il a su, une fois, je sais plus, on parlait, je lui dis bon voilà, j'ai pratiqué du rêve lucide. Il me fait t'en es là? Oui, enfin bon, pour moi c'était quelque chose que j'avais appris par mes lectures, entre autres de Carlos Castaneda, et puis des choses que j'ai explorées en hypnose. Et je lui disais oui, mais moi c'est ces choses-là qui m'ont beaucoup parlé depuis très longtemps dans le manga. Et pour les auteurs, moi je comprends complètement leur point de vue, au sens où lui, bien sûr il y a la logique industrielle, je vais raconter quelque chose, il y a des codes qu'il a intégrés parce qu'il sait que c'est comme ça que ça se passe. En fait, il n'est pas en train de se dire tiens, si je vais faire ça, c'est naturel. Et en fait, j'ai presque envie de dire, c'est comme pour moi, ce qu'ils disent, c'est aussi c'est comme si que je viens de leur expliquer, tu sais, dans le Shinto t'as ça qui est bien. Le mec
lui, il vit le Shinto au quotidien depuis qu'il est petit. Lui, il s'est jamais dit que j'allais analyser un truc. Parce que c'est comme si moi, tu viens me voir en me disant, mais Wallo, tu sais que toi, en fait, comme t'es Congo, quand tu fais ça, c'est un truc. C'est mon éducation. Enfin, il y a tout ce truc-là qui est là, qui est intégré. Et eux, ils le vivent comme un allant de soi. Mais je m'étais déjà posé la question par rapport à une autre thématique, la littérature, où à l'école, on apprenait les tournures de phrases, machin, là, je les ai plus en tête. De faire des analyses de texte. C'est ça, tout ce qui est analyse de texte, genre il a écrit comme ci, comme ça, et puis alors ça permet de voir telle analogie, nanana. Je me suis dit, ok, alors moi je kiffais les analyses de texte, je trouvais ça rigolo et tout, mais je me suis dit, mais quand l'auteur a écrit son texte, à quel point il a vraiment pensé ça, tu vois. Non, c'est ça, c'est vrai que... Et je me suis demandé dans quel sens fallait prendre le truc. Alors peut-être qu'il y avait des trucs vraiment volontaires, mais je pense que si tu te prends la tête à chercher chaque tournure, tu peux pas écrire. Tu perds beaucoup de choses. C'est comme un peintre. Un peintre qui va faire de l'art moderne, il doit y avoir une partie de calcul, mais pas que, tu vois, parce que sinon tu perds la spontanéité. Quand on a parlé avec Tachibana Sensei, qui est l'autrice des Noces de Luciole et de Promise Cinderella chez Glénat, qui était invitée à Japan Expo cette année. On avait fait 2 conférences, une conférence côté journaliste qui était pas aussi pointu sur ses œuvres parce que les journalistes ne connaissaient pas forcément, du coup c'était plus présentation et des trucs et tout. Et après il y avait une deuxième conférence sur plus avec les fans où il y avait que 90 places, c'est une masterclass, on ne voulait pas faire de conférence ouverte non plus. Et donc là j'étais allé un peu plus pointu parce que techniquement les gens qui étaient là c'était les fans et qui avaient déjà tout lu, quoi. Ah, ok. Et donc j'avais préparé des questions et Glénat aussi, donc on a mixé un peu nos questions et après moi je me suis permis aussi d'improviser. Le grand tweet de Flavien. Et donc qu'est-ce qui m'est sorti en tout cas de la deuxième, c'est que en fait elle s'était pas rendue compte de tous les effets, justement, parce que les questions étaient tellement pointues sur le truc, et même en fait j'ai improvisé parce qu'elle répondait à un truc et du coup il y avait un truc qui me soulevait, comme on discute, je vais chercher quelque chose et tout, quoi. Et elle s'en rendait pas compte que ses œuvres pouvaient autant marquer, quoi. Et après elle a posé la question aux fans qui étaient là pour dire est-ce que moi ce que j'ai ressenti, est-ce que c'était aussi ce qu'ils avaient ressenti, est-ce que c'était pas un cas isolé, quoi. Et du coup on avait fait des votes à main levée où 90% des gens ressentaient moi ce que j'avais ressenti. Et elle dit mais moi tu vois ça, quand j'ai écrit c'était une vanne, hein. Par exemple moi c'était une vanne, c'était pas un truc hyper fort, mais je me rends pas compte de l'impact. Je fais mais moi cette vanne elle m'a fait mourir de rire, mais en même temps en fait ça m'a rappelé quelque chose et tout sur ce que tu as écrit avant, voilà. En fait elle n'est pas arrivée comme ça, ça, bien sûr. Et elle fait ah ouais, du coup elle a demandé au public, et le public il fait mais oui, il y avait plein de gens qui hochaient la tête et tout. Elle fait mais oui c'est ça. Elle fait non mais c'est drôle. Alors ça veut dire que en tant qu'auteur on est co-créateur de l'œuvre, mais en fait c'est la vraie création, elle vient du public, quoi. Et surtout de ce que vous en faites. Et je fais en gros il y a eu des applaudissements tout de suite après cette phrase qu'elle a faite, et elle s'est mise à être un peu bouleversée par ça. Elle avait un peu les larmes aux yeux, mais d'enthousiasme. Et du coup elle se rendait pas compte que elle avait mis une sorte de poids dans son manga, que tout le monde avait compris, même avec des vannes, etc. Et que elle était trop choquée, et bouleversée dans le bon sens, pour dire en fait dans mes prochaines œuvres je comprends quelles sont les attentes du public, mais en même temps j'ai envie de me faire plaisir, bien sûr, et ça c'est important parce que c'est le plus important, et c'est en se faisant plaisir soi qu'on fait plaisir aux autres, quoi. Exact. Pour répondre un peu pour redévelopper un peu ce que tu disais, ça y est, ça c'est une question qui revient, mais niveau artistique, moi ce que je vais dire c'est que parce que dès que tu as dit ça, j'ai repensé à ce qui se passait chez moi quand j'écrivais. Par exemple, quand j'écris sur Akira. Et quand je me relis, il y a clairement des choses où je me lis, je dis attends, c'est moi qui ai écrit ça, c'est moi qui ai pensé. Parce qu'il y a des choses qui sortent de telle manière, mais voilà, ça sort vraiment comme ça. Et puis, il y a des endroits où je pense, où je réfléchis, j'attends. Là, j'ai une idée, je la pense, comment je vais je pense pas forcément à toutes les figures de style.
parce qu'elles sont devenues naturelles. Chez moi, j'ai mes figures de style à moi. J'ai même découvert que j'avais un style pour les personnes à qui j'ai commencé à faire lire le livre. Mais je ne me rends pas compte, effectivement, attends, mais voilà, quand tu dis ça, attends, mais bam, 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 ça c'est fort. Parce que moi, il y a la façon dont je le vis. Mais je pense que c'est à un niveau inconscient. C'est pour ça qu'on ne se rend pas compte que le processus, tu vois, il est engagé et il est tellement profond que quand les gens ils posent une intention, quand ils disent tiens là j'ai envie de sortir une vanne, et sa vanne comme tu l'as dit, elle vient de tellement loin, même si c'est instinctif, tu dis ouais moi je rigole, mais pour que ton truc il fonctionne, ouais, il faut qu'il y ait tout ce qui est avant, c'est ce que tu vas mettre, et ça vu de l'extérieur, parce que pour les auteurs japonais, eux ils vivent le truc, ils le balancent, ça va, sauf que nous on a une autre mentalité qui vient je pense que de ce que tu viens de dire, ça y est, nous dès petit on apprend à décortiquer, enfin je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, dans le cas du français, ouais. Mais on va décortiquer la langue de façon assez profonde. Moi, je me rends compte quand j'écris, je sais, j'arrive plus à expliquer pourquoi je sais que j'ai utilisé le bon participe passé dans l'ordre. J'ai fait tellement d'exercices. Là, je suis oui, là, il y a, je suis pas en train de me dire ah oui, attention, le complément d'objet direct s'accorde en là. Je le fais parce que je l'ai vraiment appris. Par contre, je sais que c'est juste, mais de l'impact que ça va avoir sur le public. Il y a des endroits où, clairement, par exemple, quand j'écris dans Akira, j'ai fait ça va aller terminer. Et puis, il y a des trucs, je ne sais absolument pas comment ça va être reçu. C'est pour ça que des fois aussi, quand je vous dis, ah ouais, je sais pas, là, j'ai touché quelqu'un encore, ce qui m'est arrivé pendant Facette, je sais pas si on aura le temps de l'évoquer, mais c'est vrai qu'il y a touché au sens d'ému, hein. Oui. Oh là, il faut préciser, surtout aujourd'hui. Oui, j'ai. En fait, t'avais trouvé enfin, il y avait une personne, pour raconter rapidement, on discutait de manga et de développement personnel, de connaissance de soi, quoi. Et t'as eu les mots justes sur une personne qui s'est fondue en larmes en face de nous. Et ce qui était drôle, c'est qu'on avait tous un réflexe d'aller lui faire un câlin, mais personne ne l'a fait entre nous. Mais en fait, elle était déjà entourée de son amie qui lui a fait, elle, un gros câlin, quoi. Et c'était un beau moment parce que justement, ça traduisait un peu tout ce qu'on avait vécu à Japan Expo et de voir que, en fait, nos mots touchent. En tout cas, et là, tu avais touché juste dans tes mots. Et je reviens un petit peu en arrière du coup sur la notion de sécurité. Tout à l'heure, t'en parlais, le fait que quand on est seul dans la lecture de son manga ou ou même avec des amis, hein, mais a fortiori plus quand on est seul, on est dans notre bulle, oui. on est sécurisé. Et donc, on peut s'autoriser plus facilement à exprimer une émotion. Et ça, c'est important. Et la notion, justement, de se sentir en sécurité, moi, j'y avais pas trop réfléchi, mais à force de te l'entendre dire aussi, oui. je me suis questionnée là-dessus. Je me suis dit, tiens, est-ce que je me sens en sécurité sur le plan émotionnel ? Est-ce qu'à tel moment, comment je me sens ? Ou tu vois, faire un petit pas en arrière pour me dire ok, comment je me sens là par rapport à mon niveau de sécurisation émotionnelle, et je trouve ça intéressant de le conscientiser en fait. Je crois que je l'avais dit également, si vous réécoutez l'émission Japan Expo où on est avec comment ça s'appelle, Gringo. Ouais, avec Ringo, il y a quelqu'un qui a posé une question très pertinente. Et juste personnellement, je vais refaire des classes café pour revenir sur beaucoup de choses parce que ce Japan Expo m'a beaucoup touché. Il y a des choses que j'aimerais vraiment réexplorer, donc je le ferai en casse café. Mais elle se demandait, mais comment ça se fait qu'on arrive à être autant touché par des personnages alors qu'on n'arrive même pas à discuter avec son voisin ou qu'on n'a même pas d'interaction sociale avec d'autres personnes aujourd'hui. Et voilà, on est dans notre truc. C'est vrai que c'est là que j'ai évoqué la sécurité. Moi, je sais que beaucoup de fans, même dans nos auditeurs, probablement beaucoup doivent se sentir seuls mais savent pas comment l'exprimer et non, entre guillemets, que les persos de manga comme amis. Il y a des gens pour qui c'est comme ça que ça se passe. Je sais pas, je stigmatise pas, mais je sais que ça existe. Mais c'est parce que à cet endroit-là, moi je connais pas leur vie, mais c'est peut-être le seul endroit ou le seul moment où ils peuvent exister, leur interaction avec un personnage est plus forte et plus juste peut-être même qu'avec une personne réelle, simplement parce qu'elles se sentent sécures.
Et c'est vrai que la notion de sécurité, moi je sais que dans les domaines de la psychologie, c'était très peu évoqué quand j'ai commencé, mais aujourd'hui ça me paraît tellement fondamental que j'arrive à comprendre quelqu'un qui me dit « Ah non mais moi je kiffe que mes mangas et le reste ». Derrière j'entends, on fait ok, là il est en sécurité avec ses persos, et on peut aborder ce qu'on veut, il va pas être jugé, il va se sentir à l'aise, ok, il est sécure, donc c'est ok. Mais en interaction de base sociale, il y a tellement d'insécurité par rapport à sa vie, son éducation, l'environnement dans lequel il a grandi, je sais pas où il en est, que c'est plus devenu possible et que c'est même peut-être dangereux. Ça peut paraître curieux. C'est perçu comme dangereux. Voilà, c'est perçu comme du danger. Alors, juste simplement par le système nerveux, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est tellement perçu dans du danger par son système que son système préfère se dire « Ah, c'est plus safe de lire un manga ou de regarder un animé que tiens juste de prendre rendez-vous avec Swallow. » D'ailleurs, je fais des promotions en ce moment. La page de pub passée comme ça. Ouais. Bon, j'allais faire une blague horrible, j'allais dire c'est Black Friday, mais... Oh, excellent. Excellent, bienvenue, bien wesh. Magnifique. En plus, c'est vrai. C'est vrai en plus. Ah, magnifique. Attends, tu m'as tué. Et donc, en fait, voilà, juste... et c'est bien qu'on déconne d'ailleurs comme ça. Il faudrait qu'on déconne plus souvent. Et le truc, en fait, ouais, c'est ça, c'est que cette notion de sécurité, elle a l'air anodine, mais en fait, elle est fondamentale. Et je pense que les Japonais ne peuvent pas s'en rendre compte, à mon sens, parce qu'ils sont pris en plus on est dans une industrie. Il y en a qui sont auteurs, je pense qu'il y en a qui posent clairement des intentions, qui en ont conscience, mais après, dans la quantité d'œuvres, il y a toute la partie inconsciente qui s'exprime. Nous, on le reçoit, mais parce qu'on est, si on est en France, on est un pays qui est connu aussi pour la critique, pour l'analyse. J'ai presque envie de dire, en France, tu sais pas critiquer un truc, c'est limite, t'es sûr que t'es français, tu vois. Bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça, quoi, tu vois. Critique dans les deux sens, ça peut être négatif comme positif, mais on a ce truc-là, et pour moi, ça y est, elle a dit un truc qui était fondamental, c'est qu'on aime voir le sens dans les choses, en fait. Oui. C'est qu'on aime bien, en France, on aime bien, ok, j'aime bien le truc, mais c'est quoi le sens du truc? C'est culturel. Je pense que on a ce truc-là qui est assez culturel d'aller creuser, là où d'autres vont pas se prendre la tête. Ouais, bon, de toute façon, les Français, j'aime bien faire du blabla, blablater. Alors, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont, pour moi, de la jactance pure. Et puis, il y a Case Départ où on part avec authenticité, ça vient du cœur. Mais pour la recherche de sens, en t'écoutant, je me disais, tu vois, pendant toute à partir du moment où j'ai commencé à me poser la question de mon identité, qu'est-ce qui fait que je suis plus française, plus japonaise? Alors, forcément, au début, tu penses aux aspects physiques, mais après, tu commences, quand tu as personnellement, plus j'avais d'interactions aussi, je me disais à quel moment je me sens plus française, à quel moment je me sens plus japonaise. Mais c'est vrai que dans cette nécessité presque vitale de recherche de sens, moi je me sens vachement française, c'est clair. Je pense que c'est très culturel. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment parce que pareil, justement, c'est un peu la particularité aussi de Case Départ. Et ah oui, ça c'est un truc, c'est bien que tu l'évoques parce que tu as parlé d'identité. Ce qui a impacté, on en avait parlé avec Flavien, c'est que notre stand, c'est un stand Benetton. C'est vrai. Mais c'est Soso qui avait dit la première fois. Même Soso nous l'avait dit. Donc Soso, si tu nous écoutes, merci pour la promo et la piqûre de rappel. Mais c'est vrai que de loin, dans les regards des gens, les gens étaient intrigués. Ok, il y avait du manga, mais je pense que d'abord, il y a un Indien, il y a une franco-japonaise où on sait pas trop, bon, et il y a un Renoir là avec un gros collier. Mouse, c'est quoi l'histoire, c'est quoi le bail, comme diraient les jeunes, il se passe quoi là-bas? En fait, je pense qu'on renvoie aussi cette image où les gens disent c'est quoi le lien entre les trois, quoi, tu vois? Parce que tu dis culturellement, et puis on se considère tous français de toute manière, parce qu'on a grandi ici, moi je suis né ici, j'ai grandi ici, on a cette part-là, on connaît nos origines et on est au clair avec ça. Je pense que ça joue aussi. Parce que quand t'es pas au clair avec tes origines, ça renvoie autre chose. Mais quand t'es au clair avec la double culture, je pense qu'on est tous les trois au clair, pour nous-mêmes. C'est une hypothèse de ma part. Et je pense que ça renvoie un truc. Si attends, voilà, ils s'entendent, ça rigole, machin, ça part de santé mentale, manga. Non, c'est what the fuck, quoi. Tu vois, il se passe quoi là-bas? Et
Et ouais, donc voilà, j'ai perdu le fil de ce que je disais avant, mais parce que ça m'a paru tellement, pertinent, et la question du sens, ouais, sur lequel on était. Ouais, moi, la question du sens en tant que, voilà, moi, quand je regarde un peu, parce que tu parlais de quand est-ce que je me sens française ou plus japonaise, qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, je dirais que je me sens plus Congo, et j'utilise bien le mot Congo à dessein, à des différents de Congolais, parce que Congolais renvoie pour moi à la période de la colonisation. Aujourd'hui, par exemple, je me considère plus comme un Congo de nationalité française, et le mot nationalité française, il a vraiment un sens pour moi. C'est quand j'ai cette carte-là qui est écrit nationalité française, ça me parle plus que de dire, ouais, je suis français. En termes de mots, c'est de la sémantique, voire de la neurosémantique, mais vraiment dans mon être, Congo de nationalité française, ouais, là, c'est moi. Parce que j'ai grandi avec la transmission de la culture de mes parents, surtout par ma mère. Donc il y a des choses dans mon être, dans ma façon de voir les choses, qui sont typiquement Congo. C'est même pas Afrique. Les gens diront, ah oui, toi tu penses comme un Africain. Non, l'Afrique c'est un continent, il y a plusieurs pays à l'intérieur. Moi, dans le côté Congo, voilà, il y a des manières de voir qui sont typiques voilà, de mon groupe ethnique. En plus, je suis du Sud, enfin, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Mais là, il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment très au clair. Et puis, il y a des trucs, des fois, je dis là, ah non, ça, c'est vraiment mon côté français. Pour vous donner un exemple, il y a un dessin animé que j'ai beaucoup aimé, enfin, que j'ai pas aimé complètement la première fois pour des questions culturelles, mais qui a été influencé par le manga, c'est le Last Man. La première fois que j'ai vu Last Man, il y a des trucs que j'aimais bien, et bon, culturellement. Et puis quand j'ai revu, aujourd'hui, je sais que j'adore cette série. Les deux séries, moi, j'ai aucun problème avec ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que j'aime beaucoup Last Man? Et ben, il y a le petit garçon en moi qui avait peut-être 15-16 ans, qui revoit Last Man dans les aspects graphiques, dans les thèmes et dans l'exploration d'univers. Je fais, ouais, ça, c'est le style français. Les Japonais, ils peuvent pas faire Last Man. Les Américains, ils peuvent pas faire Last Man. Il y a que les Français qui peuvent faire Last Man. Last Man, c'est Last Man. Alors, bien sûr, ça emprunte des univers d'ailleurs, mais c'est français parce que moi, je retrouve, je me sens, moi, mon côté français dedans. Je dis, ah ouais, putain, cette façon dont le mec, il a de rigoler. Non, ça, c'est les Français. Quoi, cette façon d'explorer la situation. Non, quoi? Ah, ils ont fait ça? Non, lui, c'est des fous. Mais, en fait, ouais. Et là, j'ai vu, par exemple, que dans Last Man, je me suis reconnu vraiment en tant que fan d'animé ou de dessin animé en général. Mais en même temps, mon identité, je dis, ouais. Et il y a ce côté un petit peu analyse sur certaines choses. Je fais, ah, ça, c'est français, ça. Ah, il y a l'irrévérence, etc. Mais c'est comme quand Philippe Lachaud, il a fait Nicky Larson. Il a eu ça, son adaptation de Nicky Larson, qui a parlé aux Français. Parce que nous, on avait avec les doubleurs qu'on fait Nawak à l'époque, mais c'est ça qui a donné l'identité à Nicky Larson et qu'on nous connaît, et que quand on lit les mangas, on a encore les voix de Sarfati aussi, qui, pour les méchants, etc. On a ce truc-là, on a ce code culturel-là, et quand il a refait Nicky Larson en film, il avait tout compris. Et ça, c'est purement français. Il a adapté par rapport à nous, ce qu'on connaît. Et Last Man, c'est ça, c'est une ingurgitation de la BD franco-belge, plus du manga, plus de l'irrévérence et du savoir-faire de l'animé français, où on peut aller hyper loin quand on nous donne les moyens. Et ça, c'est génial. Donc Last Man, j'avoue que même moi, je l'ai relis avec plaisir, parce que c'est une histoire hyper profonde. Oui, c'est sur ça. Juste la déchirance d'un homme et ce que ça fait aussi pareil sur la solitude. La semaine, c'est sur la solitude. En plus, le mot dernier, enfin, il y a vraiment tout ça, et c'est hyper intéressant. Ils ont hyper bien mené leur barque, les trois, quoi. Ah ouais, t'as fait, je sais plus jusqu'à quel tome j'ai lu, mais j'aimais beaucoup l'humour, les jeux de mots, les vannes. Les vannes et les références. Enfin, moi, c'est surtout, j'ai pas lu, moi, c'est surtout le dessin animé qui puis il y a même la musique. Enfin, il y a tellement de choses. J'ai pas vu l'animé, moi. En fait, l'animé, il commence avant les mangas. Oui, c'est ce qu'on Après, t'as les mangas, et ensuite, t'as la seconde saison de l'animé. Donc, en fait, en gros, c'est une trilogie, mais en plusieurs en plusieurs médiums, quoi. Donc c'est un vrai cross-média, quoi. Ouais, c'est un vrai cross-média. Et donc c'est pas un multimédia, c'est un cross-média. Tu peux regarder la deuxième saison, mais si t'as pas lu, il y a des trucs qui manquent. Il y a des trucs qui te manquent. En fait, effectivement, moi je sais que quand j'ai lu, enfin j'ai vu. Après, comme j'écris, il y a des structures narratives qui me permettent de raccorder des trucs entre eux, et ça fonctionnait. Cependant, maintenant que tu me le dis, oui. Il y a des trucs où je dis, tiens, mais là, c'est bizarre.
on est passé de là à là, mais il s'est passé quoi entre temps? Donc, sur Richard Aldana, il y a beaucoup de choses qui sont dans le manga. Bon, bah là, de toute façon, il faut que je me les prenne. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Mais c'est ça qui est cool sur les mangas et pourquoi nous, ça nous tenait aussi à cœur de venir à Facette, de discuter avec les gens. Parce que nous, effectivement, on enregistre, etc. Et le fait aussi de le faire en vrai à Japan Expo. Moi, j'ai jamais le temps de parler après parce que j'ai toujours 10 000 trucs après. C'est plus Wallo qui discute avec les gens. Mais là, d'avoir des gens qui connaissent pas du tout et qu'on puisse parler justement de santé mentale et de pourquoi nous, on trouve que c'est important de parler de santé mentale à travers des mangas et comment les mangas nous aident aussi sur une santé mentale. Ça, moi, c'était juste évident, une évidence, quoi. Et c'est un truc qu'on va continuer aussi à faire dans les mois qui viennent, quoi. Ouais. Je dis pas les semaines parce que voilà. Ouais, non, c'est un peu trop optimiste. Mais ouais, en fait, au début, on a commencé l'émission, enfin le podcast, en se disant manga et connaissance de soi. On était sorti de la notion de développement personnel parce que c'était pas tout à fait ce qu'on voulait exprimer. Défendre, ouais. Et puis finalement, santé mentale, le terme santé mentale est apparu parce que c'est quand même assez récent comme terme. Et puis ça nous a semblé pertinent d'associer les deux, santé mentale et connaissance de soi. Bon, ça va de pair. C'est quand même un binôme, voire ça fusionne, quoi. Donc voilà, ça a fait son chemin. De toute façon, ça va continuer aussi à faire son chemin en fonction de nos expériences, de nos rencontres, des opportunités aussi de la vie, puisque j'espère qu'il y a certaines assos avec qui on sera amené à co-créer des émissions, parce qu'on a eu plusieurs personnes qui nous ont dit faudra qu'on fasse ouais, effectivement, faudra qu'on se reparle. Donc on verra sur comment ça évoluera, mais ouais, on est dans une bonne dynamique. En plus, on a fait un nouveau logo. Merci Franck. Ah oui, merci Franck pour le nouveau logo. On a l'identité visuelle. On s'est dit qu'il fallait qu'on ait un petit renouveau. Ça va faire 5 ans. Ouais, ça passe vite. Ça passe vite, ouais. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un nouveau. Quand on est à rythmique, ça passe encore plus vite. Ouais, et du coup, là, on arrive déjà à la fin de ce casse-départ. Ce sera sûrement le seul de cette année 2025. Je ne sais pas si on va... Ouais. Je pense au rythme où on va. Et donc, on reviendra avec d'autres nouveaux numéros et des casse-cafés qui sortiront de plus en plus réguliers. Non, je pense que perso, moi, j'ai une phase où il y a plein de choses qui se sont débloquées. J'ai vraiment... Ouais, je suis plus au clair sur le fait d'avoir des choses à partager, mais vraiment à fond, quoi, et plus régulièrement. Donc attendez-vous à ce que ça soit dorénavant. Casse-café, ça s'appellera surtout Caso-Allo. Je suis désolé pour la vérifier, mais voilà. Voilà. Non, mais c'est parce que. non, mais après, t'as raison de le faire. Moi, c'est moi qui en fais pas du tout. Mais t'as pas le temps. J'ai pas le temps. Non, mais à chaque fois, j'ai toujours des trucs. Je me dis, il faut que je le fasse. Et en fait, à 1h du matin, il faudrait que je le fasse. Tu vois, je me dis, je me prends un quart d'heure. Je me prends un quart d'heure et je fais un casse-café d'un quart d'heure. En fait, on dit un quart d'heure. Sauf que en vrai, tu commences à t'enregistrer, tu fais non mais attends, je l'ai mal dit. Et tu fais un quart d'heure, puis après tu refais un quart d'heure, puis après tu refais un quart d'heure. Je confirme. Et après ils m'envoient les versions, ils disent alors laquelle les versions est mieux. Ouais, voilà, coup, oui. Moi, je sais, la dernière fois, le seul que j'ai fait, je l'ai fait en un quart d'heure. J'avoue que je me suis timé, je fais un quart d'heure, pas plus. Bon, c'est vrai qu'après, si tu te mets une rigueur, voilà, tu peux, mais bon, c'est vrai que des fois, tac, j'ai dit ça, je l'ai mal dit, je reviens sur ça, et puis, voilà, j'ai 3 quarts d'heure, je sais pas, je vais faire 2 épisodes. Bah oui. Voilà l'histoire du casse-café sur du génial. C'est vrai. Non, mais après, il est très bien. Tu sais que je te l'ai dit, c'est le plus écouté. La Tortue Géniale est le plus écouté après Blue Lock. Après Blue Lock, oui. Oui, tu m'avais dit exactement. Bon, moi, soyez patient, Wallo va être de retour dans les casse-café. Voilà. Et puis, comme ça, on va augmenter votre fidélité. En tout cas, je l'espère. Et pour le festival, Facette, moi, super bonne rencontre, des bons retours. Et j'ai hâte qu'on continue l'aventure avec plaisir. Eh bien, merci à vous. Et on vous dit à l'année prochaine.
Déjà, À l'année Oh prochaine. là là, ouais, à l'année prochaine. on vous dit pas quand est-ce qu'on enregistre cette émission, mais on vous dit déjà à l'année prochaine. Si on a une entre-temps, on redira l'année prochaine. Mais en tout cas, on se revoit très vite. Ciao, ciao, ciao. Salut. Salut. Casse Départ, l'émission Trait d'Union. Entre la pop culture et la connaissance de soi. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Et sur YouTube.